Nous sommes le 24 janvier 1981 à Paris. Il est 20h15. Un homme observe les passants depuis la sortie du métro porte de Clignancourt. Son regard glisse d'un visage à l'autre avant de s'arrêter sur une jeune femme qui remonte la rue. Il s'appelle Guy Georges, il a 28 ans et porte un blouson sombre qui cache une lame dans sa manche. Il suit une jeune femme de 21 ans nommée Pascal. Il s'approche d'elle et se mit à lui demander « Vous connaissez un bon bar dans le coin ?» Pascal se tourne, un peu surprise, puis répond « Je crois qu'il y en a un plus haut, près du square. » Guy sourit, ajuste son pas au sien et ajoute « Je vous accompagne, c'est pas très sûr par ici à cette heure. » Elle hésite, puis accepte avec un léger signe de tête. Ils marchent côte à côte quelques mètres et la conversation se poursuit sur un ton banal à propos des cours, du travail et de la météo. Mais au détour d'une ruelle, Guy ralentit, regarde autour de lui, puis saisit brusquement Pascal par le bras. Elle tente de se dégager, lâche un cri étouffé, mais il serre plus fort et la force à se taire. À 20h20, il la tue. Il cache ensuite le corps derrière un grillage, ajuste son blouson et s'éloigne calmement. Le lendemain matin, à 7h30, Claire, une habitante du quartier, promène son chien et remarque quelque chose d'inhabituel près du mur de briques. Elle s'approche, écarte le grillage et recule aussitôt. Elle appelle la police, la voix tremblante. 15 minutes plus tard, l'inspecteur Antoine Morel arrive sur les lieux avec 2 agents. Il note la position du corps, observe les traces au sol et déclare « Ça ne ressemble pas à un vol ». Claire, encore secouée, explique qu'elle a entendu des bruits la veille, vers 20h, mais n'a pas osé regarder. Antoine hoche la tête et ordonne « On sécurise le périmètre, on photographie tout ». Les techniciens relèvent des empreintes partielles, un cheveu brun et un fragment de plastique. À 10h, le corps est transféré à l'Institut médico-légal, tandis qu'Antoine retourne au commissariat pour dresser le premier rapport. L'autopsie révèle une strangulation nette et aucune trace de viol, ce qui intrigue les enquêteurs. Antoine commente « Ce type contrôle ce qu'il fait, ce n'est pas un coup de colère ». Les jours suivants, ils interrogent les riverains. Une commerçante évoque un homme, calme, poli, un peu trop curieux, vu plusieurs fois près du métro. D'autres parlent d'un blouson noir et d'un regard fixe. Antoine compile les descriptions et demande une diffusion nationale. Pourtant, aucun suspect n'émerge, et le dossier finit par s'alourdir d'un second meurtre 2 ans plus tard, à quelques rues seulement du premier. La victime, Nathalie, a 25 ans. Même mode opératoire, même disparition en soirée, même étranglement. Antoine reprend le dossier initial et murmure à son collègue Julien « C'est lui ». Il recommence. Les années passent et Paris s'habitue à la peur. En 1996, une autre femme, Hélène, est retrouvée morte dans le 11e arrondissement. Puis une autre, Catherine, 1 an plus tard. Antoine, désormais capitaine, obtient la direction d'une cellule spéciale. Il affiche sur un mur les photos des victimes, aligne les rapports et relie chaque témoin. Les profils concordent. Jeune femme seule, tuée entre 20 et 22 heures, toutes dans un périmètre de 5 km. Julien remarque « Pas de vol, pas d'agression sexuelle complète, toujours le même calme ». Antoine répond « Il chasse ». Alors ils surnomment leur inconnu « le tueur de l'Est parisien ». En 1998, une équipe de l'identité judiciaire découvre enfin un détail crucial. Un échantillon de sperme conservé sur un scellé ancien est comparé à la nouvelle base ADN nationale tout juste créée. Le résultat tombe, correspondance. Le nom s'affiche sur l'écran du laboratoire. Guy Georges. Antoine lit le rapport, se frotte le visage et murmure « Il était déjà dans nos fichiers, pour viol ». Julien frappe la table du poing. « On l'a eu, mais il faut encore le localiser. Il découvre qu'il vit dans le 14e arrondissement, hébergé par une femme qui ignore tout de son passé. » Antoine décide d'une filature. À l'aube, 2 voitures banalisées se postent dans la rue Daguerre. À 7h20, Guy sort, un sac sur l'épaule, salue un voisin et marche vers le métro. Antoine ordonne à la radio « Pas d'intervention ici », on le suit jusqu'à un lieu sûr. Guy descend à République, entre dans un café, commande un café noir et s'assoit près de la vitre.
Il observe les passants, puis sourit à une serveuse. Antoine entre à son tour, feignant de lire le journal, tandis que Julien reste dehors. Quand Guy se lève pour partir, Antoine l'interpelle. « Guy Georges, police nationale ». Guy se fige, puis tente un pas en arrière, mais 2 agents surgissent. Il lève les mains lentement et dit calmement « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Antoine répond « Vous êtes en état d'arrestation pour plusieurs meurtres. » Guy hausse les épaules, murmure « Vous n'avez rien ». Il est menotté, conduit au commissariat et la porte de la salle d'interrogatoire se referme derrière lui. Antoine s'assoit en face de lui, pose un dossier épais sur la table et déclare « Guy, on t'a retrouvé grâce à ton ADN. On sait ce que tu as fait. » Guy regarde le plafond et répond « L'ADN, c'est pas moi. Vous vous trompez. » Antoine garde le silence, puis sort une photo de Pascal. « Tu la connais ?» Guy détourne les yeux. Antoine poursuit. « Elle avait 21 ans. Tu l'as tuée un soir de janvier 81. » Guy soupire, puis lâche. Elle criait trop. Julien note chaque mot, tandis qu'Antoine garde son calme. Au fil des heures, Guy parle davantage. Il décrit les lieux, les dates, les gestes. Par moments, il rit doucement avant de redevenir muet. Antoine lui montre alors la photo d'Hélène. Et elle. Guy ferme les yeux puis dit « C'était rapide, je voulais juste qu'elle m'écoute. » Antoine échange un regard avec Julien, conscient qu'ils tiennent les aveux implicites. Les jours suivants, l'enquête s'élargit. On perquisitionne le logement de Guy. On saisit un couteau, des coupures de journaux, des vêtements. La compagne, abasourdie, déclare « Il était gentil, attentionné. Jamais je n'aurais cru. » Antoine répond simplement « C'est souvent comme ça. » L'équipe recoupe les données, confirme 7 victimes. Les médias s'enflamment. Les unes titrent « Le monstre de l'Est identifié ». En mars 1998, Guy Georges est présenté au juge d'instruction. Il reste silencieux, ne nie plus rien et finit par dire « Je n'ai jamais su m'arrêter ». Le procès s'ouvre en mars 2001 au palais de justice de Paris. Antoine assiste à la première audience depuis le fond de la salle. Les familles des victimes sont là, serrées les unes contre les autres. Guy entre, menotté, le regard fixe. La présidente du tribunal déclare « Monsieur Georges, vous êtes accusé de 7 meurtres. Reconnaissez-vous les faits ?» Il répond « Oui ». Pendant 3 semaines, les témoins défilent. Les experts psychiatres décrivent un homme lucide, organisé, dangereux. Les enquêteurs racontent les nuits de traque, les indices perdus, la peur des femmes dans les rues de l'Est parisien. Antoine témoigne à son tour. Cet homme ne laissait rien au hasard. Chaque geste était prémédité. Guy l'écoute, impassible, les mains jointes. Le 30 avril 2001, le verdict tombe. Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Il ne manifeste aucune émotion et se contente de dire « J'ai fait ce que j'ai fait ». Antoine sort du tribunal, le visage fermé, conscient que derrière les mots « 7 vies » ont été brisées. Ce moment précis sera décrit plus tard comme le début de la fin pour Guy Georges, celui que la presse appellera le tueur de l'Est parisien.